Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance et comme promis dans la dernière vidéo qui traitait de ce sujet, ce sera une vidéo qui vous présentera les différentes catégories du WEC et des 24 heures du Mans. Donc on passera en revue dans un premier temps les différentes catégories avant ensuite de voir les différences qu'il y aura entre elles en course et justement ce que ça a comme intérêt, et bien notamment en situation de course pour le spectateur. On commence donc tout de suite par les catégories prototypes qui sont des catégories qui ont été conçues de A à Z pour le coup pour la performance et ensuite on passera aux catégories GT, donc les GTE qui elles sont des voitures issues de la route auxquelles on a mis pour le coup des ailerons, des diffuseurs, etc. pour les adapter à la course pour on va dire les rendre on va dire pas complètement arrêtés sur le circuit mais qui ont quand même on va dire même malgré qu'elles se prennent en temps autour, on y reviendra en fin de vidéo, plusieurs secondes par les prototypes, elles ont quand même une grande performance et ils sont quand même assez intéressantes à piloter. On commence donc tout de suite par la catégorie hypercar. Alors, je vous préviens tout de suite, on va séparer en deux cette catégorie puisqu'on a deux possibilités pour concourir dans cette catégorie avec soit les Le Mans hypercar, soit eh bien, les LMDH. Donc on va faire dans un premier temps les Le Mans hypercar et ensuite on fera les LMDH puisque tout simplement on a quelques spécificités techniques qui diffèrent malgré que eh bien, la catégorie soit une plateforme commune qui permette eh bien, aux deux possibilités de simplement de concourir à armes égales pour la victoire finale en WEC et aux 24 heures du Mans. On commence donc tout de suite avec eh bien, justement les LMH. Les LMH, ce sont des voitures construites de A à Z par un constructeur ou alors qui sont dérivés d'une voiture de route, même si pour le cas de la voiture dérivée d'une voiture de route, le projet d'Aston Martin qui empruntait cette voie est à l'arrêt, donc bon, pour l'instant on va dire qu'aucune équipe n'explore cette possibilité-là. Sinon, à l'heure actuelle, toutes les autres équipes justement sont plutôt sur la voie de construire de A à Z, pour le coup, d'une feuille blanche, la voiture. La carrosserie airboard, l'éco stylistique de la marque, c'est justement le grand intérêt de cette catégorie, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître facilement la marque qui fait concourir la voiture eh bien, en piste. Ensuite, pour ce qui est eh bien, des spécifications techniques, il y a également la possibilité d'avoir un système hybride sur l'essieu avant, mais ce n'est pas une obligation. Et dans le cadre où ce système serait présent, il ne donne pas d'avantage, puisque eh bien, ce système vient en complément du moteur thermique. Toute la partie qui sera assurée par le moteur hybride n'est plus assurée par le moteur thermique, et donc en fait on ne dépasse jamais les 680 chevaux, donc il n'y a pas d'avantage de puissance pour les voitures hybrides. Et pour ce qui est de l'avantage à l'accélération qu'on connaissait notamment sous l'ère Toyota en AMP1, et bien cet avantage aussi était effacé puisque la vitesse d'activation va varier en fonction des courses pour justement éviter que le déploiement de l'hybride sur l'essieu avant permette à la voiture d'accélérer d'une meilleure manière. Et c'est exactement la même chose pour les LMDH, c'est-à-dire pareil, le moteur vient en relais seulement du moteur thermique, il n'y a pas de puissance en plus accordée à ce niveau-là. Une guerre pour le coup pour l'aérodynamisme, eh bien on a une fenêtre de performance donnée de fonctionnement et donc la voiture ne peut pas être trop performante à ce niveau-là. C'est ce qui permet justement également d'arborer les codes stylistiques de la marque sans se faire entre guillemets fumer en temps autour. Et donc c'est pour ça que cette liberté, on va dire, eh bien au niveau de la carrosserie est permise grâce justement à une fenêtre de performance aérodynamique à ne pas dépasser. Pour ce qui est des spécifications techniques, eh bien, les hypercars font 680 chevaux, donc ça c'est la puissance visée. Ensuite, pour ce qui est du poids, on vise là aussi 1030 kg, même si pareil, pour ce qui est de la puissance ou du poids, ça peut varier en fonction de la BOP. Et enfin, le réservoir fait 90 litres. Là par contre, c'est quelque chose qui ne devrait normalement pas trop évoluer à quelques litres près. Bien sûr, si une voiture consomment moins que les autres, forcément on aura peut-être des ajustements à ce niveau-là, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. On va donc maintenant passer, après avoir parlé des LMH, on va passer aux LMDH qui sont l'autre possibilité de concourir en hypercar. Les LMDH, elles, pour le coup, sont d'un concept un petit peu différent puisque en fait, on va d'abord en fait prendre un châssis LMP2 nouvelle génération. Contrairement à ce qu'on a en DPI où c'est sur la LMP2 de 2017 que sont basées les voitures, là les voitures sont basées sur les LMP2 qui sortiront eh bien, en 2025 ou après, enfin 2024-2025, ça va dépendre de ce que va dire justement la CO à ce niveau-là. Mais en tout cas, ces voitures sont basées sur les prochaines LMP2 et ensuite, eh bien, le constructeur y apporte eh bien, ses suspensions par exemple, mais également son moteur, donc ce qui permet justement eh bien, d'avoir entre guillemets une voiture à son nom. Pour ce qui est des codes stylistiques de la marque, là aussi, ils sont représentés par une carrosserie qui est forcément encore plus libre pour le coup
que ce que l'on avait en DPI, donc ça c'est aussi intéressant. Pareil, il y a une fenêtre de performance aérodynamique pour ces voitures-là, pour les équilibrer. Donc là, à ce niveau-là, il y a aussi une équité via, enfin avec plutôt les LMH. Pour ce qui est du système hybride, là pour le coup, il est standard et surtout, il est placé sur l'essieu arrière. Donc là, c'est une des différences notamment majeures que l'on peut, on va dire, avoir avec les Le Mans Hypercar, qui elles d'ailleurs n'ont pas forcément obligation d'avoir un système hybride, c'est une option. Pour les spécifications techniques, on est sur exactement la même chose, hein, c'est-à-dire 680 chevaux visés, ça peut être un peu plus ou un peu moins en fonction de la BOP. Le poids minimum sera de 1030 kg, mais il peut être plus élevé pour les voitures trop performantes. Et enfin, le réservoir restera là aussi de 90 litres. On va donc maintenant passer aux différentes voitures que l'on connaît à l'heure actuelle et on va dire qui ont été révélées et qui ont au moins pris la piste avec où on a des vraies photos de celles-ci qui peuvent concourir dans cette classe et forcément il y aura une vidéo mise à jour l'an prochain avec les nouvelles voitures que l'on aura vues en piste et qui vont concourir notamment par exemple dès les 24 heures de Daytona 2023, mais bon ça c'est encore un petit peu loin. De précision, avant de passer en revue les différents modèles qui peuvent rouler en hypercar, les poids qui sont affichés sont les poids d'homologation, donc ils sont sujets à variation suite à la BOP. Bon, à part pour la Glickenhaus qui forcément elle est, on va dire, sur la partie basse de la fenêtre de performance, donc qui va forcément rouler à son poids minimum, sinon pour toutes les autres voitures, le poids d'homologation, on va dire, ne sera quasiment jamais respecté en vue d'équilibrage avec les autres voitures. Pareil pour ce qui est de la puissance, puisque eh bien, la puissance qui est annoncée est la puissance maximale, mais forcément pour équilibrer toutes les différentes voitures, eh bien, cette valeur-là peut varier, sachant que la puissance visée est 680 chevaux, donc forcément, on va dire dépasser eh bien, cette donnée-là, c'est plutôt, on va dire, quelque chose d'extrême pour soit essayer de créer l'écart avec la catégorie inférieure, la LMP2, ou soit justement pour essayer d'équilibrer une voiture eh bien, qui perdrait trop eh bien, dans d'autres endroits du circuit, et du coup, ce serait pour lui faire attraper ce temps-là en ligne droite. Dans ces voitures, on a donc une exception au début, puisqu'on a l'Alpine A480, qui est une ex-LMP1 en fait, qui bénéficie de droits acquis, qui est en fait un châssis Rébellion R13 qui roule en kit aéro Le Mans. Donc cette voiture en fait a été autorisée parce qu'au début de la catégorie hypercar suite au retrait d'Aston Martin, eh bien, le plateau était un peu faiblard. Donc pour éviter que Toyota se retrouve tout seul en début de championnat, on a autorisé Alpine à rouler avec cette voiture. Enfin d'ailleurs toute la LMP1 était autorisée à rouler en 2021 justement, et ça a été prolongé pour 2022 puisque du coup Peugeot ne serait pas là à temps en début de saison. Et donc eh bien, cette voiture a une motorisation V8 4,5 litres Gibson, donc, qui est le moteur utilisé également par les LMP2, on y reviendra après. Ce qu'on a fait pour équilibrer cette ancienne LMP1 avec les hypercars, qui sont donc des voitures qui sont au moins 10 secondes au tour moins rapides, eh bien, c'est qu'on a rajouté 100 kg à cette voiture, mais également qu'on lui a enlevé de la puissance. Là pour le coup, pour sa puissance maximale d'homologation, c'était 610 chevaux, mais même pour le coup, à l'heure actuelle en tout cas, elle n'a plus cette puissance maximale. Via BOP, cette puissance est encore descendue plus bas. Et pour ce qui est du réservoir de 75 litres, eh bien, vu qu'il s'agit d'une ancienne LMP1, eh bien, malheureusement, on ne peut pas agrandir le réservoir, et donc forcément, il y a une petite inéquité forcément comparée aux autres, puisqu'elles ont un réservoir eh bien, qui a 15 litres de carburant en plus. La Glickenhaus 007 LMH est là pour le coup une voiture qui a été conçue par Jim Glickenhaus, enfin ou plutôt par les équipes de Jim Glickenhaus pour concourir eh bien justement au WEC et aux 24 heures du Mans. Elle pour le coup c'est une hypercar qui a été conçue de A à Z, qui a donc plusieurs références à on va dire à d'anciennes voitures. On y voit notamment certaines lignes de la Porsche 917 ou encore de Ferrari, P3, enfin bref, il y a plein de lignes comme ça qui sont et de références assez intéressantes sur cette voiture. Elle a une motorisation V8 biturbo 3,5 litres pipeau. A noter que ces deux voitures ne sont pas munies de système hybride. Pour ce qui est de l'ex LMP1 qu'est l'Alpine, c'est évident, mais la Glickenhaus, elle, a choisi de ne pas avoir de moteur hybride. Par contre, la Toyota GR010 hybride, à l'inverse, a un système hybride sur l'essieu avant, couplé à son V6 biturbo 3,5 litres. Le système hybride, pour toutes les hypercars qui veulent concourir, elle est limitée pour le coup à 200 kW, ce qui représente à peu près 270 chevaux. Un poids d'homologation un peu plus élevé puisque justement le fait du système hybride à 1040 kg. On passe maintenant aux voitures qui n'ont pas encore couru dans le championnat, mais que là la Peugeot va le faire dès la prochaine course à Monza. La Peugeot 9X8 qui a une motorisation elle aussi V8 biturbo pour le coup de 2 litres. Le poids d'homologation c'est comme pour la Toyota puisque c'est une voiture avec un système
hybride sur l'essieu avant, le réservoir toujours la même chose. La Porsche qui pourrait également courir forcément en fin de saison, on parle notamment de Bahreïn ou au pire des cas l'an prochain, elle n'a pas encore de nom, donc j'ai mis nom inconnu. La Porsche LMDH qui elle est basée pour le coup comme je vous le disais sur l'un des 4 châssis LMP2, elle c'est sur un châssis multimatique qui était anciennement connu sous le nom de Riley. Elle aura pour un moteur un V8 biturbo 4 litres Porsche. L'autre voiture qui est également sortie il y a quelques jours, c'est la BMW M Hybrid V8 qui elle est basée sur un châssis Dallara, a une motorisation elle aussi V8 biturbo 4 litres, mais par contre ce V8 biturbo 4 litres, il s'agit d'un V8 BMW. Ensuite on passe maintenant à la dernière voiture que l'on a vue à l'heure actuelle en piste, il s'agit de la Van Wall LMH qui sera exploitée par Bikeoles, motorisation V8 4 litres 5 Gibson, c'est tout simplement le moteur que l'on retrouve dans l'Alpine, mais également que l'on retrouvait dans la Bikeoles LMP1. On passe maintenant justement à la deuxième catégorie des prototypes, il s'agit de la catégorie LMP2. Alors cette catégorie est pour le coup un peu différente puisque contrairement à la catégorie hypercar où tous les types de pilotes peuvent rouler, à part les pilotes bronze évidemment, parce que bon, on ne veut pas mettre de pilotes trop lents dans la catégorie reine, là pour le coup, cette catégorie est réservée aux équipes privées. L'appareil, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on a 4 châssis disponibles, le châssis Dallara, Ligier, Oreca ou Riley. Pour ce qui est justement des pilotes qui sont imposés, on a un pilote bronze ou silver obligatoire par équipage. S'il y a un pilote bronze dans l'équipage est pro-am, sinon c'est juste un équipage LMP2 on va dire normal. Après on n'a pas de nombre non plus fixé, par exemple on peut avoir un pilote silver et dans le même temps deux platinium pour compléter l'équipage. Donc vraiment on n'a pas de restriction à ce niveau là. Pour ce qui est des spécificités techniques de cette voiture, elle a un moteur Gibson on va dire, c'est le même pour tout le monde, c'est pour ça que j'ai mis moteur spec de 4 litres 2. Il développe 530 chevaux depuis qu'on a réduit un peu sa puissance justement, puisque sinon la LMP2 aurait été trop proche des hypercars justement en rythme. Pour ce qui est du poids, il est de 950 kg. L'appareil, elles ont pris un petit peu de poids puisque là aussi via la stratification qui était voulue avec les hypercars, donc elles sont maintenant à 950 kg et le réservoir est de 65 litres qui a lui aussi perdu 10 litres pour le coup. Pareil, toujours dans l'optique de la stratification avec les hypercars, ce qui d'ailleurs au passage nous donne des relais assez intéressants puisque c'est des relais assez courts et donc niveau stratégique ça peut jouer pas mal dans cette catégorie. Pour ce qui est du fournisseur de pneus en LMP2, il s'agit pour le coup de Goodyear. J'ai pas parlé de ce qui c'était en hypercar, mais c'est Michelin qui assure l'intégralité de la fourniture des pneus. Et là pour le LMP2 c'est pareil, c'est un monopole complet pour le coup de Goodyear. Maintenant on va passer justement aux différentes voitures qui peuvent concourir en LMP2, même si là je vous ai parlé brièvement des châssis avant. Là on va voir dans le détail. Donc le châssis le plus populaire est celui qui est représenté maintenant, allez, on va dire à 90-95% dans les courses, il châssit du châssis Oreca 07. On a ensuite aussi eu quelques Ligiers pour le coup qui ont concouru, même si maintenant voir une Ligier en piste est extrêmement rare. Cette année au 24 heures du Mans par exemple il y en aura une seule, l'an dernier aussi, mais les Ligiers sont plutôt des voitures en voie d'extinction parce que vraiment l'Oreca a entre guillemets tous les points forts de son côté. C'est pour ça que toutes les équipes préfèrent cette voiture qui est globalement plus performante que toutes les autres LMP2. Ensuite on a eu aussi il y a quelques années quelques Dallara qui ont concouru, la Dallara P217, et enfin là pour le coup on a eu juste en 2017 la Riley M430 qui a roulé donc juste une fois aux 24 heures du Mans. Donc voici les 4 châssis disponibles, mais retenez qu'en LMP2 globalement, à l'heure actuelle en tout cas, c'est plutôt une catégorie quasiment monotype Oreca. On va maintenant justement passer à la catégorie, aux catégories GT, avec notamment dans un premier temps la catégorie GTE Pro. Les GTE Pro, ce sont des voitures qui vont pouvoir être exploitées par des équipes constructeurs comme des équipes privées. Donc ça c'est assez intéressant puisque ça peut permettre justement à des équipes privées de se mesurer aux constructeurs dans cette catégorie. On a des architectures moteurs qui sont multiples. Pour ce qui est des pilotes, là aussi on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Si on veut, on peut même mettre des pilotes bronze pour le coup dans des voitures qui roulent en GTE Pro, même si du coup niveau concurrentiel forcément ça va être difficile. Pour ce qui est des spécifications techniques, les voitures vont développer à peu près 550 chevaux. Là ça va énormément varier en fonction
des voitures, donc là c'est vraiment on va dire une moyenne que j'ai faite. Pour le poids c'est à peu près 1265 kg, le poids minimum est de 1245 si on veut homologuer sa voiture, et le réservoir fait à peu près 95 litres. Pour le coup il est obligé de faire plus de 90 litres pour ce qui est du minimum. On va maintenant passer au GTEAM et après on verra les différentes voitures qui peuvent concourir dans ces deux catégories. Donc les GTEAM, quelles sont les différences avec les GTE Pro? Eh bien il y en a plusieurs. Tout d'abord, eh bien la voiture doit avoir au moins un an d'ancienneté. Ça veut dire on ne peut pas rouler avec une voiture qui est neuve. La voiture doit au moins avoir servi du coup dans la saison précédente en fait pour pouvoir être utilisée. Donc ça permet également justement de limiter les coûts dans cette catégorie, et c'est assez important parce que forcément là c'est pas des constructeurs qui roulent, ce sont plutôt des on va dire des gentleman drivers qui emmènent leur budget et qui permettent en général de faire rouler la voiture, et donc forcément faut pas qu'il y ait une explosion des coûts à avoir des nouvelles voitures. C'est pour ça qu'on utilise des voitures qui ont un an. Elles sont exploitées que par des équipes privées. Pour le coup on ne peut pas avoir de constructeur en GTEAM. Pour ce qui est des pilotes, là par contre c'est bien plus restrictif, même quand LMP2, on doit avoir soit deux pilotes bronze par équipage, soit un pilote bronze et un pilote, pour le coup silver ou argent, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce, si on le prononce à l'anglaise ou à la française, obligatoire par équipage. Pour ce qui est d'architecture moteur, là forcément rien ne change puisque ce sont les voitures qui ont roulé anciennement en GTE Pro. Et pareil pour toutes les autres caractéristiques techniques. Après avoir passé en revue les caractéristiques des GTEAM, on va maintenant passer justement à la revue des différentes voitures qui peuvent rouler en GTE. On commence donc avec, par ordre alphabétique, l'Aston Martin AMR qui a une motorisation V8 turbo 4 litres Mercedes, donc ça c'est comme la voiture qui roule en GT3. Le moteur est Mercedes. Après pour ce qui est des caractéristiques techniques, là pour le coup je ne vous les liste pas puisqu'en fait tout simplement avec la BOP, ce sont, on va dire, la puissance maximale, le poids d'homologation, donc c'est-à-dire le poids minimal possible pour la voiture, et enfin la capacité maximale du réservoir. Mais après avec la BOP ça va varier, donc en soi ce sont juste des valeurs à titre indicatif. Pour ce qui est de cette deuxième voiture qui peut rouler en tout cas en catégorie GTE, eh bien on a la Corvette C8R qui est donc pareil en référence à la vidéo sur l'IMSA, c'est la base de la voiture qui roule en GTD Pro en IMSA, donc la Corvette C8R GT3. Le moteur est un V8 5 litres 5 Chevrolet, et le moteur est positionné en position centrale arrière. La troisième voiture qui peut rouler dans la catégorie GTE, il s'agit de la Ferrari 488 GTE Evo qui est motorisée par un V8 turbo 3 litres 9 Ferrari et qui a son moteur en position centrale arrière. La petite info intéressante, c'est que cette voiture peut notamment être très facilement transposée en GT3 et inversement. Donc ça c'est quand même assez intéressant pour les teams qui veulent faire en tout cas les deux, c'est-à-dire rouler en GTE et en GT3. Cette voiture est on va dire un choix idéal à ce niveau-là, sachant qu'en plus elle est également, enfin elle semble également assez facile à piloter. On passe à l'autre voiture qui roule, la dernière d'ailleurs voiture qui roule encore à l'heure actuelle en GTE. Il s'agit de la Porsche 911 RSR 19. Donc comme son nom l'indique, cette voiture date de 2019. Elle a une motorisation flat 6 4 litres de Porsche et son moteur en position centrale arrière. Là aussi, gros changement pour Porsche parce qu'à l'avant, le moteur était en porte-à-faux arrière, c'est-à-dire le moteur était derrière les roues arrière, pour le coup à la position normale d'un coffre. Et là pour le coup, ils l'ont mis en position centrale arrière pour gagner en performance. Et donc forcément, alors certains, ça a offusqué certains fans de Porsche, mais voilà, en tout cas le pari a été gagnant puisque cette voiture a quand même remporté les 24 heures du Mans en 2018 ainsi que le championnat WEC 2018, enfin la super saison 2018-2019. Donc ça c'était les 4 modèles qui roulent encore à l'heure actuelle. On va maintenant passer en revue deux anciens modèles qui ne roulent plus depuis quelques années. Il s'agit de la BMW M8 GTE qui a un moteur en position avant V8 biturbo 4 litres BMW, donc elle a roulé en 2018 et 2019 en WEC et a roulé jusqu'à fin 2020 pour le coup en IMSA. L'autre voiture qui a également roulé en WEC et qui a laissé on va dire quand même sa trace, il s'agit de la Ford GT GTE qui elle a gagné les 24 heures du Mans 2016 et qui a elle un moteur V6 biturbo 3 litres 5 Ford et qui était placé en position centrale arrière. Donc ces deux voitures là pour le coup sont remises au musée depuis 2020, mais je voulais quand même vous les mentionner parce que du coup pour vous montrer qu'à une époque en GTE on a eu une bataille à 6 constructeurs aux 24 heures du Mans et 5 en WEC, donc ça nous faisait une sacrée baston
en piste à ce niveau-là, même si à l'heure actuelle la catégorie est plus faiblarde et d'ailleurs elle est amenée à évoluer, et ça pour le coup ce sera dit dans la conférence de presse qu'il y aura vendredi avant les 24 heures du Mans de cette année. On passe justement maintenant à la partie la plus intéressante finalement, c'est les différences que l'on va constater en course entre ces différentes catégories. On va donc commencer dans un premier temps en parlant vitesse de pointe, ensuite nous parlerons de la vitesse de passage en virage, ensuite nous parlerons du temps au tour et enfin du temps que va durer un relais. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, la vitesse de pointe des hypercars est de 340 km/h, la vitesse de pointe des LMP2 est de 325 km/h, la vitesse de pointe des GTE est de 310 km/h. Alors là par contre pour les vitesses de pointe, je vous dis, je vous mets comme un avertissement, il s'agit de la vitesse de pointe à l'aspiration. Donc en réalité, vous pouvez enlever 10-15 km/h à chaque vitesse de pointe. Donc les hypercars c'est plutôt 325 sans aspiration, la MP2 315, 310, etc. pour les GTE qui sont plutôt autour de 300 sans aspiration. Après avoir passé en revue la vitesse de pointe des différents types de voitures, nous allons maintenant faire la même chose mais pour les virages. Pour vous donner une indication, le virage que j'ai choisi pour faire ça, il s'agit du premier droite des Sports. Donc j'ai pris la vitesse justement au point de corse, c'est-à-dire en fait la vitesse la plus basse avant que la voiture recommence à accélérer pour aller vers le deuxième qui est un virage à gauche, et etc. pour la suite. Donc pour les hypercars, la vitesse de passage est de 240 km/h. En LMP2, la vitesse est très proche, elle est de 235 km/h. Pour ce qui est des GTE, là par contre c'est beaucoup plus faible puisqu'on est à 200 km/h pour le coup, donc il y a quand même 35-40 km/h de différence, sachant que ça les GTE c'est les plus rapides. Donc forcément vous tenez bien que les pilotes amateurs c'est plutôt 180 km/h, donc ça peut faire un différentiel de vitesse assez énorme en fait. C'est pour ça que d'ailleurs dans cette zone des virages Porsche on a des dépassements qui sont souvent très chauds dans le trafic par pour le coup des hypercars ou des LMP2. Mais ça justement je ferai une petite vidéo on va dire où je passerai en revue entre guillemets les différences de vitesse de passage en virage et en ligne droite justement entre les différentes catégories. Ça je la sortirai un peu plus tard. Ensuite nous allons passer maintenant à un autre point qui est quand même assez intéressant. Il s'agit du temps au tour pour en fait voir les faiblesses et les points forts de chaque voiture. Donc j'ai pris deux circuits pour ça, j'ai pris Sebring et Monza. Sebring qui est plutôt un circuit sinueux avec des bosses en plus, donc qui va favoriser les voitures plutôt légères, alors que Monza est un circuit de ligne droite, donc qui va plutôt favoriser les voitures avec de la puissance. Pour ce qui est de Sebring, les hypercars en rythme de course ont fait 1 minute 50 points. Les LMP2 ne sont que 8 dixièmes derrière, c'est ça qui est assez intéressant, en 50.9. Alors tout simplement, cette différence si faible s'explique par le fait que les LMP2 sont plus légères que les hypercars. Malgré qu'elles ont moins de puissance, elles parviennent dans la plus grande majorité en fait du circuit à on va dire compenser cela, puisque elles sont plus agiles, plus à l'aise sur les bosses, et donc forcément ça leur permet d'être si proches en termes de rythme, forcément avec les meilleurs pilotes, des hypercars. Pour ce qui est des GTE, là le tour est en 1 minute 57.7, donc là on est pour le coup 7 secondes 6 plus lent, donc vous voyez c'est quand même on va dire un écart assez grand, même si pour le coup on aurait pu s'attendre à 10 secondes au tour, mais ce n'est pas le cas. On va maintenant passer à la comparaison sur le circuit de Monza. Donc en hypercar, la meilleure hypercar en course ça fait 1 minute 37.0, donc c'était forcément en 2021, parce que Monza a lieu dans un mois pour le coup en 2022. La plus proche de l'MP2 était en 1 minute 39.6, même si cet écart devrait être plus grand cette année, notamment parce que les LMP2 ont depuis perdu ce qu'on appelle les dive planes, c'est-à-dire en fait les petits appendices aérodynamiques qui étaient à l'avant. Ici en fait, en dessous le phare par exemple de la Toyota, c'est là qu'ils seraient s'ils existaient sur cette voiture, mais il n'y en a pas. Mais c'est pour vous donner l'endroit exact de l'emplacement. Donc elles ont perdu ces dive planes là, et donc elles ont perdu aussi un petit peu de chevaux depuis l'an dernier, donc normalement l'écart devrait être un peu plus grand, donc plus autour des 3 secondes autour. Mais voilà, c'était juste à titre indicatif. Pour les GTE, là par contre, là aussi l'écart est plus grand parce qu'il est de 1,46,3. Enfin, le temps a été de 1,46,3 fait par la meilleure des GTE, et donc l'écart grimpe par 9 secondes 3. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces différents chiffres? Tout d'abord, les hypercars ont beaucoup de mal dans tout ce qui est serré. Globalement, les virages serrés sont le gros talon d'Achille des hypercars. C'est normal parce qu'elles pèsent plus d'une tonne.
Donc forcément, elles ont un peu de mal à ce niveau-là. Les GTE, par contre, elles, justement, les virages tirés, ce sont leurs points forts, puisque vu qu'elles ont une conception, enfin, vu qu'elles viennent simplement de voitures de route, eh bien, elles ont une capacité à attaquer les vibreurs qui est assez importante, qui leur permet justement vraiment, notamment par exemple dans la chicane du raccordement au Mans, vraiment d'attaquer fort et même de passer plus vite tout simplement que des LMP2. Pourtant, les LMP2 sont quand même des voitures assez agiles. Et donc, eh bien, l'autre chose assez importante à constater, c'est que globalement, forcément, les hypercars font la majorité de l'écart qu'elles ont avec les autres catégories dans les lignes droites, tout simplement, puisque on voit que la différence est plus de 2 secondes en fait entre Monza et Sebring autour, et en fait cette différence se fait majoritairement en ligne droite, parce qu'en virage rapide, les LMP2 ont quasiment le même rythme pour le coup que les hypercars, et les LMP2 sont même plus rapides en virage serré que les hypercars. Donc voici comment est-ce que toutes ces différences se créent. Et donc forcément, vu que les hypercars et les MP2 sont assez proches en rythme, vous doutez bien que sur un circuit comme Sebring, pour quand on rattrape une LMP2, c'est pas forcément évident de lui prendre un tour. Par contre à Monza, c'est beaucoup plus facile de le faire. Mais par contre, forcément, le trafic reviendra plus souvent. J'ai pris 2 circuits, on va dire, de longueur assez similaire pour que vous ayez vraiment un bon comparatif, parce que sinon j'aurais pu prendre Le Mans. Mais forcément, Le Mans, vu que le circuit fait 13 km 626, disons que les données que j'aurais données auraient eu moins de valeur pour vous expliquer les points forts et les points faibles de chacune des voitures. Après avoir passé en revue les différences au niveau chronométrique entre les différentes voitures, on va maintenant passer à la différence que l'on peut constater entre elles au niveau des ravitaillements. Alors pour ce qui est du temps de relais des différentes catégories, on a donc les hypercars qui font entre 50 et 60 minutes. 50 minutes, c'est plus sur un circuit au Mans, où là, pour le coup, vu qu'on a beaucoup de lignes droites, forcément la voiture va consommer beaucoup plus, vu qu'on est bien plus souvent à pleine charge, et à l'inverse des circuits moins énergivores, là pour le coup on va pouvoir atteindre l'heure en termes d'autonomie. Pour ce qui est des LMP2, forcément vu qu'on a réduit le réservoir de ces voitures, on va être aux alentours de 30 minutes, voire peut-être même un peu moins au Mans, d'après les estimations, et 40 minutes maximum pour le coup sur les circuits où on consomme moins. Pour ce qui est des GTE, là on est aux alentours de entre 50 et 65 minutes d'autonomie, là aussi. Donc la comparaison assez intéressante qu'on peut faire, c'est que globalement en fait, les GTE consomment plus sur les circuits à ligne droite, puisqu'elles sont dans le même temps que les hypercars, alors que sur les circuits plus sinueux, les GTE parviennent à faire un peu plus pour le coup de temps de roulage par relais que les hypercars. Donc voilà, ça c'était d'un point de vue global pour savoir comment est-ce que les voitures vont se retrouver au centre. Donc forcément, vous vous doutez bien que lorsque les 3 catégories vont se retrouver à rentrer en même temps au stand, hormis le premier relais, ce que forcément ce ne sera pas le cas, vous vous doutez bien que c'est un sacré cafarnaum dans les stands. Et donc, ça peut rendre là aussi la course assez intéressante, puisqu'on peut facilement perdre du temps en étant gêné à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais également vous préciser les temps de relais globaux pour chacune des catégories. Bon, en tout cas, j'espère que ce guide sur les différentes catégories qui roulent en WEC et aux 24 heures du Mans vous aura plu. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les points communs, les différences et les spécificités de chacune des catégories, mais également aussi sur la cohabitation qu'elles vont avoir en piste, notamment lors des moments de trafic. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je sortirai d'autres vidéos sur l'endurance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je pourrai vous répondre. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, salut!